20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est un volume plus de 7 fois supérieur à la quantité qui avait provoqué l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020. Hautement dangereuse, la cargaison du Zimrida débute sa traversée controversée en août dernier, depuis la Russie, à bord d'un autre bateau, le Ruby. Après une tempête en mer, il est immobilisé plusieurs semaines au large des côtes anglaises. D'après une ONG française et plusieurs médias britanniques, la cargaison est alors transférée sur le Zimrida avant de reprendre sa route vers Abidjan aujourd'hui, où il est prévu que soient déchargées 3000 tonnes de ce nitrate d'ammonium utilisé comme fertilisant dans l'agriculture. Maintenant, nous posons la question, qui sont ceux-là qui ont commandé ces marchandises-là pour le compte de la Côte d'Ivoire? Ils doivent être attendus. Comment un navire qui est aussi dangereux, dont on nous parle, peut rentrer dans le pays avec le problème des déchets toxiques qui s'est produit là? Tout le monde est traumatisé. Ce traumatisme, réveillé par l'arrivée du Zimrida à Abidjan, c'est l'affaire du Probo Koala en août 2006. Abidjan, Côte d'Ivoire, août 2006. Sous un soleil de plomb, l'activité est frénétique. Des bateaux par milliers, des dockers s'activant. C'est le cœur économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce mois d'août, un navire va venir changer le cours de l'histoire. Il s'appelle le Probo Koala, un pétrolier affrété par le puissant négociant Trafigura. À son bord, pas de brut, mais une véritable cargaison de l'enfer, un poison qui va transformer l'air d'Abidjan en un souffle de la mort. L'histoire de ce poison est un voyage cynique. Le Probo Koala part d'Estonie, puis fait escale à Amsterdam. Sa cargaison est un mélange de résidus de lavage caustique d'essence, un procédé qui permet d'éliminer les impuretés du pétrole. C'est donc un mélange de soude caustique et de soufre. Mais une analyse révèle la présence d'un gaz mortel, le sulfure d'hydrogène. Un prestataire néerlandais, alerté par l'odeur et la toxicité, refuse de traiter les déchets au prix initialement convenu et augmente sa facture à 250 000 $. Trafigura, qui espérait 7 millions de dollars de profit par cargaison, juge le prix trop élevé. La logique financière l'emporte sur l'éthique. Le navire est détourné vers l'Afrique. C'est ainsi que le 19 août 2006, le Probo Koala arrive à Abidjan. La facture de déchargement est dérisoire, 17 000 $. L'opération est confiée à une petite société, Compagnie Tommy, créée quelques jours plus tôt. Sous le couvert de l'obscurité, des camions-citernes se mettent en route. 528 mètres cubes, soit environ 550 tonnes de ce poison, sont déversés sur au moins 18 sites autour de la ville. Des décharges, des terrains vagues, des bords de route, parfois à quelques mètres des quartiers résidentiels et des écoles. Le bilan sanitaire est immédiat et effroyable. L'air se charge d'une odeur insupportable, comme des œufs pourris. Des milliers d'habitants sont pris de maux de tête violents, des vomissements, des difficultés respiratoires. Le ministère de la Santé ivoirien confirme 17 décès et plus de 100 000 personnes ayant consulté un hôpital. Des chiffres qui, pour beaucoup, ne représentent qu'une fraction de la réalité. Le poison a contaminé la terre, les eaux souterraines et la lagune ébriée, bouleversant l'écosystème pour les décennies à venir. La justice, malheureusement, ne suivra pas l'ampleur du crime. Trafigura signera un accord de 198 millions de dollars avec l'État ivoirien pour le nettoyage et l'indemnisation des victimes, avec une clause d'immunité de poursuite. Mais attention, le Probo Koala n'est que la partie la plus visible de l'iceberg. L'Afrique est aussi la poubelle d'une autre forme de commerce plus insidieuse, l'économie de la seconde main. C'est une économie qui, sous ses airs vertueux, cache un marché colossal de déchets. Au Kenya, la presse locale rapporte que le pays a importé en 2023 des vêtements d'occasion pour 298 millions de dollars, soit plus de 177 000 tonnes. Le pays est le premier importateur africain.
C'est une filière qui emploie jusqu'à 2 millions de personnes. Mais la qualité se dégrade. À Accra, au Ghana, l'ONG The Our Foundation a fait le constat glaçant que près de 40% des vêtements qui arrivent au marché de Katamanto finissent en décharge, transformant les plages en dépotoirs textiles. Mais le problème ne s'arrête pas là. Les vieux appareils électroménagers comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les machines à laver et les cuisinières sont également exportés en masse vers l'Afrique. Sous couvert de réutilisation, une grande partie d'entre eux sont non fonctionnels. Ils deviennent instantanément des déchets toxiques. Les vieux frigos, par exemple, contiennent des chlorofluorocarbures, CFC, des gaz réfrigérants qui détruisent la couche d'ozone. Leurs circuits imprimés, tout comme ceux des machines à laver, contiennent des métaux lourds comme le plomb et le mercure. Lorsqu'ils sont démantelés à la main par des travailleurs sans protection, ces substances contaminent les sols, les eaux et l'air, causant des maladies graves et des cancers et autres troubles neurologiques chez les populations locales, y compris les enfants. Des dizaines et des dizaines de carcasses d'ordinateurs appartenant à on ne sait qui, on ne sait depuis combien d'années. Ces enfants aident les adultes à les peser. Ils recevront quelques centimes. Mais en attendant, ils ont été recyclés par nous, envoyés ici et nous les avons oubliés. On ne laisse aucune chance même aux plus petits mythos. Après les avoir ramassés, on les amène ici pour les vendre. Parfois, quand on vient ici, on se coupe avec le verre. Après avoir guéri, on revient chercher les métaux. Face à ce défi colossal, des solutions émergent. Le marché de la gestion des déchets en Afrique, évalué à 44 milliards de dollars en 2024, est en pleine expansion. L'Afrique n'est plus seulement une victime, elle devient un acteur de son destin. Les gouvernements agissent. Le Rwanda, le Kenya, le Sénégal ont interdit l'usage des sacs plastiques. Une décision courageuse qui a un impact direct sur la propreté des villes et des écosystèmes. La Convention de Bamako, un accord régional, est plus ambitieuse que la Convention de Bâle. Elle vise à interdire purement et simplement l'importation de déchets dangereux. Et les entrepreneurs africains, eux, ne se contentent pas d'attendre, ils innovent. Au Kenya, des entreprises transforment les déchets plastiques en briques et pavés. Au Nigeria, des startups connectent les collecteurs de déchets informels avec des usines de recyclage, leur garantissant de cette manière un revenu stable. La Banque mondiale estime que la valorisation des déchets organiques pourrait créer près de 2 millions d'emplois sur le continent. Cameroun n'est plus seulement une gigantesque poubelle d'ordures ménagères. Ce pays d'Afrique centrale est devenu aussi un réservoir des déchets électroniques. La collecte de ces déchets, c'est le quotidien de Roger. Sur sa moto, il fait le tour des marchés pour récupérer ou racheter les téléphones mobiles, les ordinateurs ou autres produits usagés. Je suis en train de collecter les déchets électroniques, les cartes mères téléphones et les déchets pauvres qui fait les corps, les batteries et les chargeurs. Et quand je suis sur le terrain, si un réparateur a les déchets, je dois peser les déchets, le nombre de kilos est calculé et je viens maintenant à la monnaie d'échange. L'initiative est née de la Fondation camerounaise de la Terre vivante qui a mis sur pied un programme de gestion des déchets en milieu urbain. En janvier 2016, elle s'engage avec un partenaire étranger pour s'investir dans l'assainissement de l'environnement électronique pollué par plusieurs types de déchets. Donc, ce programme-là a mis les bases pour la Fondation dans la question de gestion des déchets. Donc, au cours de la mise en œuvre de ce projet, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un secteur, le secteur de la téléphonie, qui, de manière anodine, génère des déchets, mais que les gens ne se rendent pas compte que c'est un déchet. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Après la collecte, place maintenant au tri. Ici, dans les ateliers de la Fondation,
C'est Motaza qui se charge de mettre chaque type de déchet à sa place. Je suis en train de sélectionner les différentes catégories de déchets que nous avons ici à l'atelier, notamment les batteries, les écouteurs, les chargeurs, les cartes mères des téléphones, les écrans, la ferraille, le plastique, quoi. L'enjeu de cette initiative est d'une part le souci d'un environnement propre et d'autre part la préservation de la santé publique. Mais l'industrialisation de la gestion des déchets ne se fera pas sans défi. Les usines de recyclage coûtent cher, le financement est rare, les compétences techniques manquent encore. L'industrialisation de l'Afrique est un sujet majeur, souvent abordé sous l'angle de l'énergie, des infrastructures ou de la production manufacturière. Or, l'économie circulaire peut être un puissant moteur d'industrialisation, mais elle soulève des questions complexes. D'abord, la légalité. Le commerce informel des déchets et de la seconde main fait vivre des millions de personnes. Mettre en place des usines de recyclage modernes et réglementées risquerait de les mettre au chômage. Comment concilier l'efficacité économique avec la justice sociale? Ensuite, le financement. L'Afrique ne peut pas seule payer le coût de cette transition. Le Probo Koala a montré que les entreprises occidentales ont une responsabilité. Les pays développés doivent cesser d'exporter leurs déchets. Il faut des sanctions plus sévères et une coopération internationale équitable. Enfin, la souveraineté. Pour que la gestion des déchets devienne un véritable levier d'industrialisation, l'Afrique doit contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte au traitement, et ne doit pas se contenter d'être un maillon faible, mais devenir une force. L'histoire du Probo Koala est un rappel brutal. Le problème des déchets n'a pas de frontières. La responsabilité est collective. L'Afrique a le potentiel d'être à l'avant-garde d'une économie verte et durable. En transformant la menace des déchets en une opportunité de croissance, elle ne se contente pas de nettoyer son territoire, elle construit un avenir plus juste et plus prospère. Merci infiniment de votre écoute.